dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir, nous recevons Emmanuel de Boisson, qui a sorti un roman le 30 septembre dernier qui s'appelle Je ne vis que pour toi aux éditions Calman Lévy. Pour l'interroger, on retrouve Julie Vazan en direct de la Suisse. Elle est journaliste littéraire au magazine Elle, donc en Suisse. Avant de vous laisser discuter, mesdames, de ce merveilleux livre, je vais rappeler aux participants qui peuvent poser des questions à Emmanuel par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis dans 30 minutes. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie. Ravie de te recevoir dans cette rencontre d'un endroit où aller pour donc ce livre magnifique que je vais montrer. Je ne vis que pour toi aux éditions Calman Lévy. Je crois que c'est ton 10e roman. C'est mon 10e roman, mon 20e livre. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Donc, tu es romancière, critique littéraire aussi. On peut te lire dans pas mal d'endroits et essayiste aussi. Et ce livre donc, est paru il y a peu, le 30 septembre, donc un petit peu avant le confinement. Comment vas-tu? Ah ben, ça va très très bien. Je suis ravie de cette rencontre et ravie de vous rencontrer tous. Et comment se passe ton confinement? Mon confinement, comme tout le monde, hein, je suis chez moi et puis voilà, j'essaie de faire en sorte que ce livre vive un peu malgré tout, malgré la fermeture des librairies. C'est triste. Ouais, mais oui. Tu as eu le temps d'en parler un petit peu, d'échanger avec des libraires, des lecteurs avant que tout soit en pause? J'ai des échanges très réguliers avec les lecteurs, oui. Bon. J'ai des bons, oui, ça me fait vraiment plaisir quand j'ai des petits messages par les réseaux de gens qui me disent qu'ils ont aimé le livre. Ça vous met du baume au cœur, quoi, surtout dans cette période. C'est important. Alors peut-être avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voudrais profiter d'être avec toi pour évoquer un prix qui est important. C'est un prix littéraire que tu as fondé en 2007, qui est le prix de la Closerie des Lilas. Et j'aurais aimé que tu puisses nous en dire quelques mots. Qu'est-ce qui a présidé à la création de ce prix notamment, qui est particulier? Alors, je ne l'ai pas fondé toute seule, j'ai fondé avec une petite bande d'amis. Ouais. On a un noyau de 5-6 amis. Et au départ, on voulait un peu équilibrer les jurys qui remettent souvent des prix à des hommes. Et on a voulu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire remettre un prix par un jury de femmes, un jury tournant assez éclectique, à une femme. D'accord. Pour un bon roman, bien sûr. Et donc, c'est avec la Closerie des Lilas que nous avons créé ce prix en 2007. Et c'était une aventure d'amitié d'abord, une aventure de solidarité. Et je crois que c'est une des raisons de la réussite. C'est-à-dire que ça nous a porté, on était enthousiastes. Et du coup, tout le monde est venu à nos fêtes. C'est un prix qui a pris de l'ampleur et qui est maintenant reconnu par les hommes aussi, je dois dire, qui viennent à nos fêtes, qui nous soutiennent. Et ça, c'est une belle réussite parce que l'objectif, c'est de la promotion d'un roman pas trop connu. On essaye surtout de mettre en valeur des auteurs qui ont besoin d'être mis en lumière. Ça, c'est l'objectif. Donc, et des auteurs femmes. Oui, qui sortent un roman français en janvier-février. D'accord. Voilà, c'est surtout. Donc, ça sera bientôt. Donc, on s'est réunis virtuellement avec Tatiana, Jessica, Adélaïde, Carole, il y a 2 jours. Et on a décidé de continuer l'édition 2021 envers et contre tout. Ah, mais c'est une bonne chose. Et de se regrouper en petits jurys resserrés et donc de remettre le prix. Alors, en mai ou en mars. Non, le jour de la journée des femmes, on a décidé cette année. Voilà, ça me revient. C'est un joli symbole. Voilà, exactement. Alors, les femmes donc, sont au cœur de ce prix et sont au cœur aussi de ton livre, Je ne vis que pour toi, et sont souvent au cœur de tes livres. Comment tu expliques cette attention particulière aux femmes que tu portes? Alors moi, je crois que tu as tout à fait raison. Les femmes sont j'aime bien sonder la psychologie des femmes, mais alors vraiment à travers toute la palette des émotions des femmes, leurs fêlures aussi, leurs faiblesses, leurs doutes, et aussi bien sûr leur désir d'émancipation. Pourquoi? C'est difficile d'expliquer. Peut-être que ça vient de loin chez moi, d'un rapport avec ma mère, je ne sais pas. J'ai une envie de comprendre les femmes, et puis aussi sans doute parce que j'ai très vite senti dans ma vie qu'il fallait les soutenir, les aider. Mais ça a été assez long. On va dire que ça a été une démarche. Et puis maintenant, c'est vrai que j'y reviens naturellement. Vous savez, écrire, en fait, c'est vraiment une question de désir.
Donc, on ne se pose pas trop de questions, on essaie d'écouter ce qui vous vient du fond de vous-même pour pouvoir publier un roman et l'écrire d'abord. Et donc, c'est vraiment vers les femmes que je me tourne, oui. Mais j'adore les hommes aussi, ils sont très présents dans mes romans. C'est vrai. Alors, on va en parler dans celui-ci. Mais comment est née l'idée de ce livre? Alors, au départ, j'avais envie d'écrire un essai sur les salons de Proust. Bah oui, parce que ton livre est tellement documenté sur cette période-là on aurait pu imaginer tout à fait un essai Oui, aussi. mais en fait, quand j'ai rencontré mon éditrice, là, qui est géniale, qui s'appelle Lisa Liotto, chez Calman Levy, elle m'a dit, écoute Emmanuelle, je préfère que ce soit un roman. D'accord. Parce que voilà. Et donc, je me suis mis à chercher parmi toutes ces femmes de l'époque et j'ai été attirée par Nathalie Blarney, Clifford Barney, mais qu'on appelle Barney, parce qu'autour d'elle, il y avait toute une constellation de femmes. D'accord. Beaucoup ont été ses maîtresses, mais c'est une époque, en 1900, où il y a une espèce de floraison d'œuvres de femmes. Et donc, je me suis dit, c'est génial, elle est au centre de tout un groupe, d'une bande de femmes assez extraordinaires. Et plus je me suis intéressée à elle, plus je me suis dit, bon, je vais écrire un roman autour de ces femmes, de ce personnage central qui sera Nathalie Barney, parce qu'elle est tellement fascinante et magnétique qu'on ne peut pas résister. Impossible de résister. Impossible de lui résister. Mais alors, on comprend donc qu'il y a ce personnage qui était bien réel, dont tu parles, mais il y a aussi d'autres personnages qui sont œuvres de fiction, et notamment Valentine. Oui, alors donc le personnage de Valentine, c'est une petite Bretonne de Becmeil. Ouais. Donc Becmeil, c'est à côté de Quimper. Alors, elle rêve d'écrire, elle écrit depuis longtemps, des petites choses, des poèmes. Et puis, comme Colette, je me suis inspirée un petit peu de… Voilà, quand Colette est montée à Paris, quand elle a rencontré Willy, je me suis dit, c'est un peu pareil. Elle a son mari, c'est un homme assez lancé, qui est plus âgé qu'elle, qui vient voir ses parents pour acheter des terrains en Bretagne parce qu'il y croit. Et il tombe amoureux d'elle et il se marie. Elle est beaucoup plus jeune, je crois. Elle est plus jeune, elle a 20 ans, lui, il a 20 ans de plus qu'elle. Mm-hmm. Mais elle est assez fascinée par cet homme qui connaît Proust, qui lui parle des salons, tout ce dont elle rêve sans le connaître. Elle a lu ça dans les petits journaux de l'époque. Et donc, elle monte à Paris, elle s'installe dans un bel appartement. Donc, elle aime son statut de femme mariée. C'est une fille quand même qui est attachée à ça. Elle a des principes, il faut la voir quand même, il faut imaginer ce que c'est comme décalage entre la province et Paris. Ce qui m'est arrivé aussi à moi. Ouais, je ne cache Parce que pas ce n'est pas la première fois que tu places l'action de ton livre en Bretagne au départ. Oui, ou en Alsace. Oui. Et mes personnages, Juliette aussi, était un des personnages qui a quitté l'Alsace pour venir à Paris comme moi. C'est-à-dire que pour moi, ça a été un choc l'arrivée à Paris quand j'avais 17 ans. Voilà. J'imagine. Parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est tout un monde. Et donc, elle arrive et très vite, elle va l'emmener dans une soirée. Alors, pour elle, c'est assez extraordinaire. Et dans cette soirée mondaine, il y a Colette, qui est un personnage très présent dans mon roman, dont je raconte toute l'histoire parce elle est très attachante, très amicale, provocatrice, drôle, bonne vivante. Vraiment, je la trouve merveilleuse. À l'époque, elle était encore avec Willy. Elle avait publié Willy publié à sa place en signant à son nom les Claudines. Et elle le dit, elle l'avoue aux autres que c'est elle qui l'a écrit. Et dans cette soirée, il y avait Nathalie Barney. Très belle, blonde, américaine, très riche, avec un espèce de regard magnétique, un peu hypnotique. Elle regarde Valentine et Valentine est assez troublée d'ailleurs. Et à un moment de la soirée, elle l'emmène dans un boudoir et elle essaye de l'embrasser. Alors Valentine, pour elle, elle s'en va, elle est très choquée. Elle est amoureuse de son mari. Mais Nathalie lui dit, un jour, vous me baiserez les pieds. Bon, c'est le premier chapitre. Donc, on se dit déjà qu'il va peut-être se passer quelque chose entre elles. Parce qu'elle est attachée à son mari quand elle arrive, Valentine. Oui. Quels sont leurs rapports à tous les deux? Écoutez, c'est un rapport un petit peu comme un couple de l'époque. C'est un couple, lui, il va beaucoup à son cercle, au Jockey Club, là où elle est d'ailleurs Proust. Et puis, elle ne le sait pas encore, mais il fréquente les bordels. Un jour, je le raconterai tout à l'heure, mais elle va quand même aller à sa recherche dans les bordels de Paris qui sont… je me suis beaucoup amusée à raconter ce moment-là parce que les bordels, c'était le Chabanais,
voilà, où il y avait vraiment des chambres très, très luxueuses et le tout Paris venait là. Et elle découvre un jour aux Belles Poules, en allant faire comme ça une petite enquête avec sa gardienne, qui est une ancienne prostituée, la gardienne de son immeuble. Et pour elle, ça va être un choc. Mais je reviens à ce début de roman, cette rencontre avec Nathalie. Effectivement, Valentine est troublée, mais Nathalie va lui faire une cour assidue. Elle va l'inviter à une fête très excentrique, où Mata Hari arrive sur un cheval blanc, nu. C'est assez extraordinaire, ces fêtes-là, des fêtes païennes entre femmes. Alors, elle est fascinée et elle va résister au maximum. C'est vraiment pour elle, elle ne veut absolument pas céder. Elle n'est pas du tout lesbienne, alors que Nathalie l'est ouvertement. Ouvertement, dans ce Paris-là, on les acceptait assez bien. Et donc, elle va l'aider d'abord à écrire, publier son petit récit. Et un jour, elle va lui dire, écoutez, voilà, maintenant, écoute, je veux que tu viennes à la maison. Alors, Valentine y va en freinant des cas de fer. Et finalement, elle va s'abandonner et ça va être une révélation du plaisir. Le début d'une passion. Alors, tu décris, on l'a compris, un Paris, donc début du XXe, qui est foisonnant. Est-ce que c'est un Paris où tu aurais aimé vivre? J'aurais adoré vivre dans ce Paris-là. Qu'est-ce qui t'aurait plu? C'était un Paris très excentrique, la gaieté, les fêtes. Bien sûr, attendez, ce n'est pas un Paris totalement rose, hein. Il y avait quand même la grippe espagnole à un moment, et la grippe espagnole, c'est exactement ce qu'on vit maintenant. Exactement. C'est-à-dire que les gens étaient masqués, confinés, il y avait quand même voilà, une situation sociale très dure pour beaucoup de gens, qui était vraiment, il y avait une inégalité flagrante. Donc, et puis sur le plan santé, c'était quand même assez, c'était assez dur. Mais ce qui m'aurait plu, c'est vraiment de rencontrer, d'aller dans le salon de Nathalie. Le salon 20 rue Jacob. En fait, c'est une femme qui était une Américaine venue en France avec sa mère, qui a hérité quand son père est mort. Donc, elle avait quand même une grande fortune. Donc, elle avait loué 20 rue Jacob, un salon, une maison où elle avait un jardin avec le temple de l'amitié, où elle recevait le tout Paris. C'est-à-dire que vraiment, c'était là où il y avait tous les écrivains, tous les artistes de l'époque. À l'époque, il y avait le jeune Cocteau, il y avait Morand, il y avait Isadora, des danseuses, il y avait un mélange. Des gens qu'on croise dans ton roman, et c'est passionnant. Tous ces personnages, et elle a vécu, ce salon a duré 60 ans, jusqu'à Sagan, Yourcenar, et on s'amusait beaucoup. Je crois que c'était vraiment un endroit où j'aurais aimé aller. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots d'un salon littéraire? C'était quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à des cercles de lecture qu'on peut tenir aujourd'hui? Ou rien à voir? Qu'est-ce que c'était? Pas du tout. C'était très gai. C'était donc les gens se retrouvaient dans un jardin pour discuter, pour boire, pour s'amuser. Quelquefois, ils dansaient. Quelquefois, il y avait des lectures de textes, effectivement. Mais c'était beaucoup moins formel. Ce n'était pas du tout professionnel comme aujourd'hui, quand on se retrouve dans un salon du livre ou dans un cocktail littéraire. Ça avait quelque chose de beaucoup plus chaleureux, amical. On était entre amis uniquement. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas tellement, d'ailleurs, de jeu d'intérêt. Voilà. Nathalie a été extraordinaire parce qu'elle a été une révélatrice de talent. Elle a vraiment permis à beaucoup... Elle a révélé qui alors, justement? Elle a révélé plein de femmes qui étaient donc et d'écrivains comme Ezra Pound. Elle a aidé Joyce, elle a été... voilà. Et donc, c'est ça qui était bien. Il y avait cette solidarité entre écrivains qui existe encore maintenant. Mais à l'époque, c'était un peu les femmes qui avaient ce rôle-là. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a séduit Nathalie chez Valentine? On comprend bien l'inverse, que Valentine soit assez éblouie par cette nouvelle relation. Mais pour Nathalie, qu'est-ce qui lui apportait cette relation? Je pense que c'était sa jeunesse, sa beauté, son intelligence, parce qu'elle était un peu ingénue. Et vous savez, en fait, Nathalie Barney était une femme qui était assez pleine de contradictions. Elle était pour l'amour libre, elle avait beaucoup de maîtresses, mais en même temps, elle détestait qu'on lui résiste, elle était très possessive. Donc, elle menait plusieurs relations à la fois. Alors, les femmes n'étaient pas n'importe qui. Il y avait Liane de Pougy, la courtisane extraordinaire qu'elle a rencontrée à 23 ans, et d'ailleurs, il y a une correspondance formidable qui est sortie chez Gallimard, avec qui elle est restée toute sa vie en relation. La rencontre, vous la lirez, elle est absolument croustillante.
Il y avait bien sûr Renée Vivien, la poétesse merveilleuse, qui est morte à 32 ans, malheureusement. Enfin, il y avait aussi Romaine Brooks, Lucie de la rue des Marbru, il y avait Elisabeth de Carmont. Alors, Elisabeth, c'est là où est l'intrigue de mon roman. Elisabeth est à la fois, et comme Nathalie, une des maîtresses, et comme Valentine, une des maîtresses de Nathalie, mais en même temps, elles sont amies. Donc, il va se nouer donc toute une intrigue autour de cette histoire-là. Dont je ne révélerai pas la fin, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses à la fin. Et donc voilà, donc, si vous voulez, voilà, c'est un peu... ce sont des histoires de femmes, mais on est dans leur intimité, avec leur vie au jour le jour, leurs amours, leurs jalousies, et on est avec Valentine tout au long du roman. Alors, on comprend, c'est un roman d'amour très, très fort. Qu'est-ce que Nathalie va apporter de plus précieux à Valentine, selon toi? Qu'est-ce qu'elle va lui insuffler? Elle va lui donner de l'assurance, elle va l'aider à publier, elle va lui faire découvrir le plaisir, de la douceur. Ce n'est pas seulement une relation sexuelle. Ce que je voudrais dire, c'est qu'entre ces femmes, c'est d'abord beaucoup des affinités lectives, intellectuelles, un même goût pour la littérature. Elle parlait énormément de ça. C'était beaucoup... comme à l'époque, les hommes étaient violents et souvent dominateurs, les femmes entre elles trouvaient dans cette amitié, puisque c'était l'amitié qui comptait le plus finalement pour Nathalie Barney, elle le disait beaucoup, ce qu'il y a de meilleur dans l'amour, c'est l'amitié. Cette femme qui n'aimait que les commencements, elle a été quand même très attachée à l'amitié. Et donc, je crois que c'est ça qui les lie surtout, ce qui leur manquait en fait chez les hommes, dans les relations avec les hommes. Alors, on croise quand même quelques hommes dans ton livre. Alors, on croise le mari donc, de Valentine, on croise bien sûr beaucoup d'hommes importants de l'époque. On croise Cocteau, on croise Morand, on croise des hommes comme ça qui sont, avec qui elle converse, elle est très proche, elle discute, mais tout en étant quand même un peu intimidée. C'est comme quand nous allons dans les salons littéraires et qu'on rencontre des écrivains importants. Parfois, on est un peu, on n'ose pas trop les aborder. Et comment as-tu travaillé ce roman, justement? J'imagine que ça a demandé pas mal de recherches pour se replonger dans cette époque. Oui, je n'ai pas voulu charger trop le roman de détails historiques. Il y a juste ce qu'il faut. J'ai fait des recherches, bien sûr, mais un peu parallèlement à l'écriture. J'ai voulu surtout recréer une époque, c'est-à-dire que j'ai vraiment raconté, c'est l'époque des premiers téléphones, du métro. Cette belle époque. Les Halles, je raconte, voilà, on a l'impression de remonter le temps. Enfin, c'est ce que j'espère pour les lecteurs qui vont vivre vraiment à cette époque-là. Les promenades au bois de Boulogne, les détails de décoration, là, enfin, comment étaient les rues grouillantes, les petits marchands. C'était toute une vie qu'on aimerait retrouver aujourd'hui, surtout en ce moment. Voilà, en ce moment, où les petits commerces sont fermés. C'est ça. Et je suis curieuse, j'aurais aimé savoir comment tu travaillais justement, comment tu effectuais tes recherches. Est-ce que tu allais te promener? Est-ce que tu avais des rituels d'écriture? Comment ça se passe? Ben moi, j'écris en fait, c'est assez curieux, mes idées me viennent souvent quand je n'écris pas. Donc, quand je me balade en vélo, quand je suis dans mon lit à rêvasser, voilà, parfois elles viennent, alors je me précipite, je prends des notes et je suis avec mon personnage, j'essaye un peu comme, j'ai été comédienne, donc je fonctionne comme ça, par équivalence. Je me dis, tiens, j'essaie de trouver en moi, dans toute une palette d'émotions, ce qui pourrait correspondre au personnage, ce qui est juste à ce moment-là, et ça vient assez naturellement. Je me laisse guider par eux aussi. D'accord. Et puis ensuite, l'écriture, les corrections, les recorrections, je suis assez maniaque pour le travail de réécriture. Et tu t'astreins à un nombre d'heures d'écriture ou c'est… Je suis pas très disciplinée, je dois dire. J'essaye de travailler dès que je peux, en fait. Quand je suis sur un roman, quand je travaille sur un roman, j'essaye de ne pas lâcher le fil. Parce que si j'arrête 2 jours, pour que je recommence, que je reprenne là où j'en étais, alors que quand je suis dedans, c'est bon signe, je suis avec mes personnages et j'avance bien. Ça, c'est joli. Voilà, quelquefois, c'est à 2 heures du matin que je m'y mets. Ça dépend quand l'inspiration vient. Oui, quand j'ai le temps. La difficulté, c'est de trouver du temps. Entre plein d'autres activités. Entre pas mal de choses à faire, oui. Est-ce que tu voudrais bien nous en lire un passage? Alors, j'ai oublié de préparer, donc je vais improviser. J'ai complètement oublié de préparer.
Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais lire tout à fait la fin, la dernière partie là. Alors, donc, tes belles théories ne valent que si elles t'arrangent. La seule qui les défend haut et fort est Lily. Je ne regrette rien. Moi non plus, je ne t'en veux pas. L'amour meurt toujours. C'est une porte qui claque. Celle de ma Citroën 2 jaune serein. La nuit sera mienne. Sur les routes qui tortillent, j'appuie sur l'accélérateur avec des pointes à 40 km/h. L'aube se lève sur les landes d'ajoncs et de bruyères. Au loin, des voiles descendent vers Trégarvan. À l'heure où les lavandières battent leur linge, je rentrerai au port, les mains dans la terre, cette terre rouge et humide qui se glisse sous les ongles et nourrit les blés. J'arracherai les mauvaises herbes jusqu'aux racines, surtout celles des orties, les plus profondes, les plus tenaces. Puis je descendrai vers la plage des oiseaux, où les dames en tunique légère passeront. Alors je m'endormirai d'un lourd sommeil, et elles navigueront, l'off pour l'off. Je tiendrai la barre, et le vent ne sera que baiser. Au matin, Corentine m'apportera une tasse de thé et une crêpe au blé noir, et je me demanderai quelle était cette orchidée dont j'ai rêvé. Très joli, merci beaucoup. On imagine la scène. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait que ce soit adapté? J'adorerais, bien sûr. Il faudrait resserrer un petit peu les salons, mais parce que voilà, il y aurait trop de personnages. Mais l'intrigue en elle-même de Valentine avec Nathalie est pleine de rebondissements. Ce que me disent les lectrices, c'est que vraiment, quand elles commencent, c'est addictif. Elles ont vraiment envie de tourner les pages, d'avancer, de savoir ce qui va se passer, parce que je travaille un petit peu comme ça. À chaque fin de chapitre, voilà, j'essaie de créer une chute qui donne envie, où il se passe quelque chose et on a envie d'aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et puis avec cette double intrigue, cette histoire d'amour, plus cette histoire de triangle amoureux, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse toujours dans la littérature. Donc, ces nœuds-là, la passion, j'aime aller assez loin dans la passion qui suscite souffrance, jalousie, il y a même un désir de vengeance et des vengeances dans ce livre qui vont assez loin. Donc, je ne peux pas tout vous révéler, mais il y a tous les ingrédients qui feraient un très bon scénario, à mon avis. C'est vrai, c'est ce que je pensais en le lisant. Alors, j'aurais aimé aussi que tu nous dises quelques mots sur le titre du livre, Je ne vis que pour toi, qui est très joli, très poétique. Alors, je l'ai trouvé, c'est Elisabeth de Gramont. J'ai repris une de ses phrases dans une lettre qu'elle adressait à Nathalie. Elles écrivaient très, très bien. Et il faut vraiment s'intéresser à ces femmes et les relire toutes. Et je me suis dit, c'est exactement la position de Valentine, c'est-à-dire qu'elle ne vit que pour Nathalie Barney, que pour cette femme, à un moment où elle a une liaison clandestine et elle est dans la passion. Plus Nathalie s'éloigne, plus elle en souffre. C'est souvent comme ça dans la passion. Forcément. Suis-moi, je te fuis, puis moi, je te suis. C'est ça. Donc, je ne vis que pour toi. Voilà. Et cette couverture que je vais remontrer, parce que là aussi, je la trouve vraiment très réussie. On le devinait en lisant ce côté rose très féminin. C'est une couverture très féminine aussi. Comment a-t-elle été choisie Ça, c'est mon éditrice qui l'a choisie. D'accord. Vraiment, j'ai fait confiance. Elle a choisi une très jolie couverture, effectivement, qui est discrète, un peu à l'image de ce livre où il n'y a absolument rien, justement, d'impudique. Tout est assez suggéré, léger. J'aime pas du tout décrire trop de scènes d'amour. Tout est, voilà. C'est vraiment... et donc, elle est tout à fait à l'image de ce livre. C'est vrai, ça le représente bien. Et il y a beaucoup de scènes drôles, en particulier avec Colette. Là, j'avoue que je me suis beaucoup amusée avec elle. C'était justement à Colette que je voulais revenir. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots aussi dans ce livre, de la manière dont elle apparaît? Dont elle apparaît au début? Oui. Quelle va être son importance? Elle va être l'amie, la confidente, une des confidentes de Valentine. Et elle a, Colette, comme c'était une femme assez vite très célèbre pour ses romans, parce que Colette, ce qu'elle aimait, c'est la publicité. Son mari l'avait élevée à ça. C'est-à-dire que lui, il faisait des réclames dans tout Paris. Il se baladait avec des affiches, on en voyait partout, et il faisait des produits dérivés sur tous ses livres.
Donc, elle avait ce sens-là. Donc, elle faisait des scandales, par exemple, danser nue avec sa maîtresse qu'elle embrasse sur scène. Scandale absolu dans toute la salle. Pour l'époque, ouais. Elle va, bon, qui s'appelait Missy, c'était la marquise de Bellebeuf, habillée en homme, elle était assez extraordinaire. Colette qui s'amourache du fils de son mari qui a 16 ans, elle en a 47. Elle était quand même très drôle. Et vraiment. Et donc, elle est cette bulle voilà, de femmes bonnes vivantes, de gaieté, de joie de vivre, d'excentricité dans le roman. Mais elles étaient comme ça. Les femmes dans ce roman sont toutes assez excentriques. Elles faisaient des fêtes dans des jardins où elles se faisaient des spectacles entre elles. Elles s'habillaient en tunique blanche. Enfin, il y a de joie de vivre, de gaieté dans cette époque qui, je pense, peut faire du bien aujourd'hui et évader les lecteurs. Alors, on sent que tu as pris beaucoup de plaisir à écrire sur cette époque, à décrire ces femmes, et c'est vrai que c'est un plaisir qu'on ressent et qu'on partage. Donc, c'est important, effectivement, en ce moment, dans l'amorosité ambiante, d'avoir ce type de lecture. J'espère, en tout cas. J'espère que je vais avoir plein de petits messages qui vont me dire qu'ils ont pris du plaisir. Enfin, c'est ce que, voilà. Je pense qu'en général, les lecteurs et les lectrices, parce que c'est aussi un livre pour les hommes hein, qui aiment la littérature, l'art, ces années-là, ils vont y trouver beaucoup de plaisir. Je vois que Nathalie nous rejoint. Là, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Justement, quels sont les lecteurs d'Emmanuel de Boisson? Ce sont plutôt des femmes ou des hommes? Les deux, mon général. Alors, il y a une première question, on va la prendre, c'est une question d'Élodie. Voilà la question. Qu'est-ce qui, pour Emmanuel, différencie les femmes de cette époque et de la nôtre? On a l'impression qu'elles sont d'une liberté incroyable. Alors, c'est quoi la différence, s'il y en a une? Alors, elles n'avaient pas les mêmes droits que nous. Elles n'avaient pas le droit de voter. Elles étaient quand même vraiment considérées un petit peu comme des mineurs sur le plan de la loi, effectivement. Et bon, elles avaient quand même souvent, médicalement, beaucoup de problèmes pour les accouchements. C'était souvent douloureux. Enfin, voilà, c'est sur ce plan-là, oui. Alors là, je parle d'un certain milieu de femmes quand même assez privilégiées. Dans l'ensemble, si on prend sur les femmes, ce qui a été très important, c'est la guerre de 14. Là, les femmes étaient aux commandes, elles ont véritablement pris le pouvoir. Et après la guerre, ça a été un tournant. Mais il y avait quand même déjà, pendant la Belle Époque, parce que le livre commence en 1904, une grande liberté, en particulier ce qui m'a sidérée, c'est pour les lesbiennes. Elles étaient ouvertement lesbiennes, elles revendiquaient voilà, leur sexualité au grand jour. Nathalie disait « je veux vivre au grand jour », c'était sa devise. Et là, il n'y avait pas de tabou. Alors, elles étaient tout à fait acceptées, reconnues. Elles ont fait beaucoup pour que ça soit. Elles ont été essentielles pour ça. Et elles faisaient beaucoup pour promouvoir la littérature. Et figurez-vous que le prix Femina est né à cette époque-là aussi, donc parce qu'il fallait contrebalancer les jurys. Donc, les femmes qui écrivaient, elles n'avaient jamais de prix, elles n'entraient pas à l'académie, mais elles se rendaient compte de tout ça. Et disons qu'elles étaient conscientes. La différence qu'on peut dire, c'était qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Elles avaient moins le choix de leur mariage. Au fond, les mariages, c'était un peu obligatoire pour une femme. C'était souvent des mariages arrangés. Et je raconte l'histoire d'Élisabeth de Gramont. Ça, c'est horrible. La violence faite aux femmes était terrible à l'époque. Elle est enceinte de 6 mois. Son mari arrive, hurle parce qu'elle est en retard. Elle est arrivée en retard. Et la tabasse, elle perd son bébé. C'est l'horreur. Il y avait des situations comme ça. La violence faite aux femmes existait. Et les hommes, en fait, bon, ils allaient souvent dans les bordels. C'était pas facile pour elles. Voilà. Bien qu'elles étaient. Alors, elles faisaient tout pour justement oublier. Elles étaient très proches les unes des autres. Elles se solidaires. Mais quand même, leur vie était moins facile que la nôtre. Sur le plan amoureux, oui. Alors, on se trompait beaucoup à l'époque. C'était comme ça. Il y avait beaucoup de liaisons. Aujourd'hui, quand on n'aime plus, on rompt. À l'époque, non. C'est plus difficile. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton parcours qui est très littéraire, puisque tu as fait une Hippocagne, si ma mémoire est bonne. Est-ce que cela a influencé justement les sujets
de tes romans, parce qu'il y a beaucoup de romans historiques, il y a beaucoup de gens qui ont fait la remarque, est-ce que c'est par rapport à ton parcours ou c'est un choix parce que tu te sens bien dans les époques? Oui, c'est pas tellement mon parcours parce que je suis pas du tout historienne. J'ai pas cette prétention. Mais l'histoire m'intéresse effectivement beaucoup parce que c'est une évasion dans le passé. J'ai l'impression du temps retrouvé parce que Proust est très présent dans mon roman. J'en ai pas parlé, mais il est vraiment un des fils conducteurs. Proust, c'est bien un écrivain que j'aime plus que tout, c'est lui. Elle va dîner au Ritz avec Proust, elle le rencontre à plusieurs reprises, c'est les débuts de Proust. Donc je parle du temps retrouvé parce que c'est ça qui m'intéresse tout d'un coup. Et j'ai vraiment cette impression quand j'écris d'être avec eux, d'aller les voir, d'aller voir, de voir Joyce, de voir la librairie d'Adrienne Monnier qui est extraordinaire, de Sylvia Beach que vous connaissez, que tu connais sûrement Nathalie parce qu'elles étaient fabuleuses ces femmes-là, elles faisaient déjà des rencontres. Donc, c'est vivant, quoi. C'est de la matière vivante, c'est des êtres aussi qui. Ça me permet d'apprendre énormément de faire ça. Et alors justement, ces études, tu les as faites parce que tu voulais devenir journaliste ou écrivaine? Non, je voulais être comédienne. Comédienne, voilà. Et J'ai donc, été comédienne à un moment. il s'est passé quoi, du coup? Et il s'est passé que j'ai joué. Ah, je voulais faire quelque chose tout à l'heure. J'ai joué Le Rouge et le Noir. J'ai joué plusieurs des pièces que j'avais adaptées, puisque je l'avais adaptée au théâtre, mais je me suis dit non, pour faire des castings, ça ne me tentait pas trop. C'était difficile, je n'avais pas envie de dépendre du désir des autres. Je vais vous montrer quelque chose. C'est le peignoir de Nathalie Barnet. Ah, C'est un scoop. C'est Jean Chalon qui me l'a donné. ah oui, Alors, regardez. Voilà. ah oui, il est magnifique. Ah, c'est quelque chose. Il est beau, hein, il est brodé. Et comme, quand vous voyez ça, vous vous dites vraiment à quel point elles étaient élégantes. Alors, il y a une question de Valérie qui est arrivée. Alors, attention. Vous avez abordé plusieurs styles depuis le début de votre carrière d'écrivaine. Envisagez-vous un jour d'écrire un polar? Ça serait bien d'avoir un polar d'Emmanuel de J'adorerais. Boisson. J'adorerais. Il faut quand même connaître les clés. Alors, peut-être que je détournerai un peu les codes du polar. Mais un polar ou un thriller, j'adorerais ça. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup de me le suggérer. Et contemporain ou historique? Ah, Bonne question. À ce moment-là, plutôt contemporain. il y a une question Non, mais il y a tellement de faits divers. Moi, je regarde sans arrêt les émissions sur les crimes. Ça me passionne tout tous le temps. les auteurs regardent Faites entrer l'accusé, j'ai l'impression à chaque fois. Exactement. Je regarde en glace. Il y a une question sur le peignoir. Est-ce qu'il est en soie, le peignoir? Oui, alors il est en soie brodé, mais vraiment, il a dû être brodé à la main. Et je pense que si ça vient de Chine, c'était peut-être la femme de chambre de Nathalie, qui était aussi une de ses maîtresses, décidément, elle en avait beaucoup, Nadine Wong, qui a dû lui donner, je suppose. Ou alors, elle l'a mis le soir où elle a rencontré Proust, qui est venu chez elle un soir, qui est arrivé, qui a exigé que la température soit à 22 degrés, il est arrivé à minuit, et il lui a parlé que mondanité. Alors, je vais prendre la question de Laurence. On a l'impression que la vie des femmes est totalement liée à la littérature, du moins dans ce milieu. Est-ce qu'on pourrait encore vivre ainsi aujourd'hui? Ah, bien sûr, mais nous, on vit comme ça, toute notre petite bande de la closerie. On est exactement les mêmes. On n'a pas changé. On ne vit que pour la littérature. Quand on n'écrit pas, on s'ennuie. On est tout à essayer on lit, on passe notre temps entre la lecture et l'écriture. Le reste, c'est le reste. Et alors, justement, quelle est la place de la littérature dans ta vie? Moi, c'est venu, enfin, j'ai commencé à écrire toute petite et à l'âge de 12 ans, après avoir lu le journal d'Anne Frank, je me suis mise à écrire et j'ai 50 cahiers, puisque je tiens toujours mon journal, mais au début, c'était sur des cahiers. Donc, les cahiers que j'ai gardés, c'est la matrice de tout ce que j'écris, c'est-à-dire que toutes mes idées me viennent de mes cahiers. Il y a vraiment une matière extraordinaire. Les années Solex, je les ai tirées de mon cahier où je notais à 15 ans les musiques que j'écoutais, les films que j'allais voir, les fugues que je faisais, tout ce que j'ai pu faire comme gauchiste, hippie, tout y est. Donc, c'est pour moi, voilà. Et je trouve là-dedans je réfléchis sur mes sujets, ça a été pour moi une bouffée de liberté. J'avais une mère assez autoritaire, qui était d'ailleurs, je vivais au Maroc quand j'étais petite, et ça a été pour moi mon espace de liberté, l'écriture. Essentiel, vital. Dans ma vie aujourd'hui, c'est une nécessité. Sinon, j'aime bien le cinéma, j'aime bien faire autre chose, j'aime bien travailler sur des critiques, mais l'écriture, ça a besoin. Justement, il y a une question sur l'écriture. Est-ce qu'on peut écrire un journal sur un ordinateur?
Oui, ben, je le fais maintenant. Heureusement, je ne tiens plus mes petits cahiers. Ça, c'est pas bien, Emmanuel, parce que C'est pas Jessica, bien. que tu connais, elle édite des manuscrits. Donc, s'il n'y a plus de manuscrits, comment va-t-elle travailler après? Ah, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les manuscrits, je les fais à la fois à la main pour les romans et sur les ordinateurs. Je sais. C'est compliqué aujourd'hui. On n'écrit plus trop à la main. Mais la vraie écriture, le joli style musical, poétique, parce que moi, je voulais être poète, donc si j'adore la poésie, c'est surtout à la main Mm. qu'il vient naturellement. Alors, Nicolas, il voudrait savoir, quand tu écris et que tu es romancière, est-ce que tu es Emmanuel de Boisson, romancière, et quand tu es journaliste, tu écris un article, est-ce que tu es Emmanuel de Boisson, journaliste, ou ça s'entremêle et c'est compliqué? Non, ça ne s'entremêle pas. Ça ne s'entremêle pas. Quand je fais des critiques, ça, c'est vraiment un exercice à part. Je suis critique et j'essaie de bien écrire ces papiers, mais ça n'a rien à voir avec l'écriture d'un roman. Non. Est-ce qu'on on appréhende les critiques quand on est soi-même critique? Ah oui, au fait, c'est une bonne question, merci Julie. Oui, non, moi, ça ne me dérange pas. Colette, elle était complètement. Elle se moquait des critiques. Il y avait beaucoup de misogynie à son époque. Et c'est vrai que ça ne m'intéresse pas trop quand on a confiance en son texte. On se dit, Mhm, après tout, tant mieux d'ailleurs, les mauvaises critiques, c'est pas si mal. C'est qu'on s'intéresse à vous. Le c'est pire, vrai, c'est de rien avoir. c'est vrai. Bien sûr. Alors, nos auditeurs sont très attentifs puisqu'il y a une question. Quel poète tu aimes, toi, Emmanuel, Quel justement? poète? Ouais. Est-ce qu'il y a des poètes qui t'ont influencé, qui Ah ben t'influencent? moi, j'aime beaucoup de poètes, mais en particulier Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Éluard. Ça, ce sont mes poètes préférés. J'ai une vraie passion pour eux. Et est-ce que tu as commencé à écrire un prochain roman ou une prochaine Je biographie? commence, Quelque je chose. commence oui, une histoire qui se passe à côté dans une petite maison dans la campagne. Une histoire de femme, une histoire de famille, une histoire actuelle. Je ne sais pas du tout où je vais. En gros, mais c'est pas très clair encore, mais j'avance. Donc, tu écris tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu n'écris pas. Si, non, non, justement, j'arrive pas ces temps-ci, justement, avec la promotion de ce livre, j'arrive pas à écrire tous les jours. Mais Mais c'est je bien de m'y faire la mets. promotion de ces livres. C'est très bien de faire la promotion. Oui, c'est bien, ça prend du temps, mais c'est bien. Non, non, mais c'est une période quand même où il faut se battre quoi, pour les livres. Et voilà, et il faut essayer de vivre parce que c'est un peu triste ce qui se passe avec la fermeture des librairies si ça se prolonge jusqu'en décembre. Alors, nous J'ose avons dire que la question de philosophie du jour. Justement, peut-on vivre que pour une personne? je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Parce qu'il est Je, fort, je, il je... est fort ton titre, Alors, là. vivre ou aimer? Non, vivre. Non. Vivre. Je pense qu'on ne vit pas pour une personne, même pas pour soi-même uniquement. Ce qui fait l'intérêt de la vie, c'est justement d'avoir des attachements différents qui sont à chaque fois avec autre chose. C'est pas d'avoir plusieurs vies, mais c'est d'autres formes de relations. Avec certains, ça sera plus des relations amicales, d'autres, voilà, des intérêts littéraires, d'autres, ça sera beaucoup plus fort, passager. Toute relation humaine est intéressante en soi et en tout cas matière à roman. Même avec son boucher, sa bouchère, son boulanger. J'ai beaucoup d'amis dans le quartier Alors moi, j'ai et on discute. une question technique. Est-ce que c'est compliqué de changer d'éditeur? Comment ça se passe? Est-ce que ça perturbe ou c'est justement ça galvanise? Comment ça se passe ça? C'est pas compliqué parce que quelquefois ce sont des rencontres. Là, moi, je n'ai pas changé. Là, ça s'est passé. J'avais proposé un essai. J'aime beaucoup Héloïse d'Ormesson avec qui j'ai publié 2 livres. Je lui en proposerai. Je ne me sens pas infidèle. Je garde de bonnes relations avec mes éditeurs. Non, moi, ça ne me perturbe pas du tout. Je pense que maintenant, c'est comme voilà, dans la vie, les choses évoluent. Alors je sais que vous en avez parlé tout à l'heure avec Julie justement de ton travail. Est-ce qu'il a fallu couper beaucoup de choses? Comment ça s'est passé le travail avec Lisa Giotto justement? Et ben, ça a été passionnant parce que justement, Lisa a été dès le départ assez présente. Je lui ai fait un synopsis, j'ai commencé à travailler et ensuite, il a suffi qu'elle me donne quelques petits conseils de direction d'auteur, comme on donne des conseils à des acteurs, de direction d'acteurs. C'est exactement pareil
pour que je change un certain nombre de choses dans le roman. La fin en particulier, elle se suicidait à la fin. Elle m'a dit, non, non, c'est trop triste, Emmanuel, c'est pas possible. Tu vas pas le pas suicider. Merci Lisa. Merci, Lisa. Donc, elle a été géniale. Et je me suis sentie très en sécurité avec elle. Elle est d'un très bon conseil. Vraiment. Et j'aime beaucoup ce travail un petit peu, alors que parfois les auteurs travaillent leur roman jusqu'au bout, finissent, pignolent. J'aime bien un peu le côté work in progress, atelier. Où, C'est ton éditrice qui te lit en premier ou tu as d'autres lecteurs? non, quelquefois je le donne à un ami ou une amie qui le lisent, mais c'est en fait, c'est surtout l'éditrice qui me conseille. Après, les amis, il faut se méfier un petit peu, parce ils ont tendance à dire c'est très bien. Ou... J'aimerais bien, en fait, c'est une bonne question. J'adorerais avoir quelqu'un qui me dise va plutôt dans cette direction avant même de le montrer à l'éditrice. Parce que moi, j'ai plein de sujets. Le problème, c'est que j'ai trop de sujets. Sur mon ordinateur, il y a plein de dossiers avec des idées de romans, des débuts de romans, ou des romans que je ne publierai pas. Et parfois, j'aimerais qu'on me dise oui, celui-là, ça serait bien que tu continues, c'est un bon sujet. Parce que l'important pour un auteur, c'est de choisir un sujet. Une fois que vous avez un sujet, c'est bon. Le problème, il est résolu. Mais qu'est-ce qui fait un bon sujet, justement? Et ben voilà, tout est là. Alors aujourd'hui, les auteurs servent des sujets vendeurs. Voilà. Je me méfie. Parce que finalement, alors on cherche un sujet d'actualité, alors un sujet sur le Covid, ou alors un sujet historique, alors ou un personnage historique qui va faire vendre. Enfin, tout est. Moi, je constate que mes livres dont je suis le plus fière, par exemple Les Années Solex, celui-là en particulier aussi, et Les Années Solex, c'est un vieux projet de quand j'étais adolescente. C'est un désir très, très ancien. J'avais déjà le titre il y a très longtemps. Et donc, ce sont vraiment des idées qui correspondent à des désirs, qui vous correspondent, qui sont vraiment l'image d'une personne, d'une personnalité. Et c'est toujours un petit peu le même thème, un bon romancier. Vous prenez Modiano, prenez les grands écrivains, ils écrivent toujours un petit peu sur le même. Ils ne vont pas aller chercher des idées qui vendent. Et une écriture à quatre mains, ça te tenterait? Oui, pour un scénario. Alors, je l'ai déjà fait pour un essai. J'ai déjà publié un essai à quatre mains. Mais pas pour un roman. Impossible. Pourquoi? Impossible pour un roman. Je n'y crois pas une seconde. Parce qu'un roman, c'est tellement personnel. Tellement c'est vous, chaque phrase, chaque mot, tout est vraiment, je signe tout quoi, dans un roman. Jamais je pourrais supporter que quelqu'un intervienne dans le cadre d'une écriture de roman. Non. C'est intéressant. Ah non. Donc, ne J'y crois pas. pas une ce genre de choses. En tout cas, alors, tu en as parlé, les librairies sont fermées au public, mais elles sont ouvertes quelque part. Vous pouvez aller sur le site de notre partenaire qui est lecteur.com où il y a la carte de toutes les librairies en France qui font le système clic et collecter. Moi, j'aime bien le dire en français. Donc, vous pouvez particulièrement aller à la librairie à Fontainebleau, la librairie Michel, qui était partenaire de notre soirée ce soir, et dans le 7e arrondissement à Paris, dans la librairie Idéal, qui est aussi la partenaire ce soir, et dans toutes les librairies qui font ce système de clic et collecter. Et après, vous avez les sites marchands aussi. Il y a aussi des sites comme Place des libraires. Il y a plein de possibilités. Donc, surtout, achetez les livres chez vos libraires. Ça, c'est très important. Avant de vous donner le mot de la fin, je vais dire que lundi, on se retrouvera à 19h avec une soirée spéciale, justement, lecteur.com, où nous recevrons Jalil Amadou Amal, qui est toujours en lice pour le Goncourt et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Impatientes aux éditions Emmanuel Colas. Voilà. Donc, Julie, je vais te remercier pour cette belle animation. Emmanuel, merci d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle... Merci Nathalie, merci Julie. Attends, je vais te redonner la parole, mais on n'oublie pas que c'est Je le vis que pour toi aux éditions Kalman Levy. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et je vous laisse le mot de la fin. Vous dites ce que vous voulez. Je vais commencer par remercier Emmanuel pour cette lecture que j'ai trouvée pétillante, qui m'a fait du bien dans cette période assez sinistre. C'est la belle époque ressuscitée, c'est très plaisant. Et comme t'ont dit certaines lectrices, c'est vrai que c'est un livre qu'on ne lâche pas et dont on a envie de savoir la fin. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci à tous avec qui nous sommes en relation là maintenant. Je vous souhaite vraiment de lire, d'acheter des livres, parce que c'est ce qui va vous donner du réconfort dans cette période un peu morose et surtout une évasion. Donc, j'espère que vous allez aimer voyager dans le temps jusqu'à la belle époque avec ces femmes qui sont assez excitantes.
qu'elles vont vous amuser, que vous allez vous attacher à cette petite Valentine comme moi je les ai aimées. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.